Poutine Vladimir Vladimirovitch. Vote exprimé 15 755 224, soit 87,97%. Il est à la tête de son pays depuis plus de 24 ans et clairement, il est là pour rester. L'agence TASS en Russie annonce, après le crash d'un avion au nord de Moscou, que figurait parmi la liste des passagers l'homme d'affaires Evgeny Prigojine. L'opposant russe et adversaire numéro 1 du Kremlin, Alexeï Navalny, est décédé ce vendredi matin. Ses opposants sur place sont méthodiquement supprimés, emprisonnés, empoisonnés, forcés à l'exil. Pendant ce temps-là, ailleurs dans le monde, on ne sait plus vraiment comment réagir. Vladimir Poutine est loin de faire l'unanimité, pourtant il reste indétrônable. Comment cet ancien espion du KGB est devenu le maître incontesté de la Russie? Quel système a-t-il mis en place pour pouvoir rester aussi longtemps au pouvoir? Que peuvent bien faire les puissances étrangères face à lui? En bref, pourquoi Vladimir Poutine est-il aujourd'hui inarrêtable? Avec plus de 76% des voix, c'était le 18 mars 2018. Le soir de sa victoire, la foule en liesse célèbre avec lui la Grande Russie éternelle. Pour comprendre comment le jeune Vladimir est devenu Poutine, il faut remonter un peu dans le temps. Bon, je vais pas être totalement exhaustif parce que ça a déjà fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne, la véritable histoire de Vladimir Poutine. Et ce qui m'avait déjà profondément marqué il y a 2 ans quand on a réalisé ce portrait, c'est que au fond, rien ne prédestinait Vladimir Poutine à devenir président de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine grandit dans les années 50 en URSS, l'ancêtre de la Russie actuelle, bercé par des récits de héros soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents l'élèvent dans un milieu hyper modeste, voire carrément précaire. Après des études de droit, un passage au KGB, c'est les services secrets russes, et la chute de l'URSS en 1991, il est embauché comme assistant du maire de Saint-Pétersbourg, Alexandrovitch Sobchak. En quelques mois à peine, il devient son homme à tout faire et on lui confie de plus en plus de responsabilités. Quiconque veut faire du business dans la ville doit passer par Vladimir Poutine. En 1996, Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, n'est pas réélu et Vladimir Poutine perd sa place. Mais enfin, il va rapidement en retrouver une au cœur du pouvoir, au Kremlin, près du président Boris Eltsine. Grâce à sa loyauté sans faille, en 2 ans, Vladimir Poutine est propulsé à la tête du FSB, le service fédéral de sécurité russe, qui remplace le KGB. Mais il va pas rester très longtemps à ce poste, puisque 1 an plus tard, il est désormais le nouveau Premier ministre russe, pressenti par le président, et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. En août 1999, Vladimir Poutine est propulsé Premier ministre. Faut dire que Eltsine, il est vieux, il est alcoolique, bref, il décline. Son protégé, au contraire, est jeune, sportif, charismatique, patriote, tout ce dont la Russie, au fond, a besoin à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, fin décembre 1999, Boris Yeltsin démissionne de la présidence et nomme Vladimir Poutine pour le remplacer. Cette décision est logique après la victoire aux dernières législatives du Premier ministre Vladimir Poutine, qui est nommé président par intérim pour 3 mois, comme le prévoit la Constitution. Et ce mandat commence fort pour Vladimir Poutine. En 1999, Moscou est victime d'une série de 5 attentats qui fait plus de 300 morts et des milliers de blessés. Les Russes sont meurtris, attaqués sur leur propre territoire. Alors il n'est pas question pour le président par intérim de laisser passer ça. Face aux Russes, Vladimir Poutine se présente comme le sauveur de la nation et durcit le ton. Le peuple russe est séduit par ce franc-parler et la cote de popularité de l'ancien espion explose. Les élections présidentielles russes de l'année 2000 arrivent et Vladimir Poutine est élu haut la main. L'actualité internationale avec la victoire annoncée de Vladimir Poutine qui prend la tête de la Russie pour 4 ans. Il s'est imposé dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Vladimir Poutine a désormais les mains libres pour asseoir son pouvoir et bâtir sa légende. Il se présente comme un homme fort, un ancien agent secret, il se dit intègre et engagé corps et âme pour son pays. Un héros national prêt à rendre à la Russie sa grandeur d'autrefois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vladimir Poutine, c'est un grand nostalgique de la chute de l'URSS. Il regrette l'éclatement de cette immense puissance. En fait, il continue de penser comme l'espion qu'il était pendant la guerre froide. Poutine craint en permanence le complot, il redoute l'invasion de son territoire par l'Ouest. Ça, c'est une peur en soi historiquement très présente en Russie. Mais Poutine s'applique à la réinstaller dans la tête de ses compatriotes. Bon, malgré ça,
ça, il faut quand même le dire, pendant tout le début de son premier mandat, il entretient de plutôt bonnes relations avec le monde occidental, jusqu'en 2007, où il va commencer à montrer un nouveau visage. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо неточными, я прошу на меня не сердиться. Это ведь только конференция. On est à Munich en 2007. Vladimir Poutine dirige maintenant la Russie depuis 7 ans. Et on le voit dans la vidéo, son ton est sec, direct. Pendant 30 minutes non-stop, il va accuser l'Occident, et particulièrement les États-Unis, de gouverner seul et d'être, en gros, responsable de tous les problèmes du monde. Et si je vous parle de ce discours, c'est qu'il marque un vrai tournant. À partir de ce moment-là, Vladimir Poutine est reconnu comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Il se place comme un leader conservateur, défenseur des valeurs traditionnelles, un patriote pugnace en opposition totale avec la vision occidentale. Il le prône par leur mode de vie, leur façon de penser, leur conception de la politique. La Russie et l'Occident sont deux mondes trop opposés pour s'allier. Poutine ne s'en cache pas, la politique pour lui, c'est avant tout un rapport de force, ok pour la démocratie, mais au sens soviétique du terme, un régime strict, un chef, pas de parti politique libre et des partis d'opposition sous surveillance. De son petit statut de fonctionnaire à Saint-Pétersbourg jusqu'au palais du Kremlin, Vladimir Poutine s'est hissé au pouvoir à une vitesse hallucinante avec un seul objectif, devenir l'homme le plus puissant du monde et, si possible, le plus riche. C'était un secret bien gardé. We head now to the Black Sea and to a sprawling palace complex with its own amphitheater, a tea house and a helipad. On va parler, Émilie, de la nouvelle giga-propriété de Vladimir Poutine qui vient de nous être révélée. Being at a net worth of 230 billion roughly, being perceived as the richest person on earth. Well, I think Putin is significantly richer than me. Officiellement, le locataire du Kremlin mène un train de vie confortable, mais pour un chef d'État sans excès. Un salaire de 11 000 € par mois, un appartement modeste à Saint-Pétersbourg, 3 voitures et une caravane. Allez, le seul petit plaisir affiché de Vladimir Poutine, ce sont les montres de luxe. Sauf qu'en réalité, Vladimir Poutine serait l'un des hommes les plus riches du monde. En faisant mes recherches, je suis tombé sur cette enquête du magazine Forbes qui révèle que sa fortune est en fait estimée à plus de 100 milliards de dollars. Car en plus de son petit appartement à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s'est discrètement fait construire un palais. Pas une maison, pas une villa, mais un palais sur un terrain qui fait 39 fois la taille de Monaco. 39 fois la taille d'un petit pays. Le chef d'État y a bâti sa demeure de rêve, 17 000 m², du luxe à outrance, des vignobles, une patinoire de hockey, un théâtre, un casino et même un strip club. Rien que la baraque, donc plutôt le palais, est estimé à 1,2 milliard d'euros. Et le premier qui en a parlé, c'est lui. Много лет мы показывали вам имущество коррумпированных чиновников с воздуха, снаружи, но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de cette modeste bâtisse construite sur les rives de la mer Noire, Vladimir Poutine possède entre autres le plus grand penthouse de Russie, à Sochi, une villa ultra moderne de 1200 m² près du lac Ladoga, avec des yachts, des jets privés, une station de ski et encore des vignobles. Mais je sais pas du coup quand est-ce qu'il a le temps d'utiliser cette caravane dont je parlais au début. Reste qu'une question se pose, d'où vient tout cet argent? Alors je me suis renseigné et j'ai trouvé cette enquête qui a été menée par un consortium de journalistes d'investigation, le Organized Crime and Corruption Reporting Project, et ce qu'ils ont révélé est absolument fou. Vladimir Poutine et son entourage ont mis en place un gigantesque système de fraude qui s'appuie sur une multitude de sociétés écrans. Peut-être pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas, les sociétés écrans, ce sont ces sociétés fictives qui permettent entre autres de cacher l'identité de son véritable détenteur grâce à des prête-noms et de dissimuler des transactions financières. Dans cet empire financier, Vladimir Poutine ne possède officiellement rien en son nom. Tout son patrimoine est en fait détenu par ses proches.
Des proches richissimes qui prêtent donc leur nom à tous les biens du président. Par exemple, sur le papier, le palais de Poutine appartient à l'un de ses amis de longue date, extrêmement loyal, l'oligarque milliardaire Arkady Rotenberg. Mais en réalité, toutes ces transactions liées à ce palais ramènent bien à Poutine. Et anecdotique peut-être, mais quelque chose que j'ai découvert, c'est que Vladimir Poutine a créé sa marque de vodka, la Poutinka, créée en 2002, qui lui a quand même rapporté 400 millions de dollars entre 2004 et 2009. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que Poutine a eu un peu de pouvoir, il a mis en place un véritable système de corruption. Je vous en parlais au début de la vidéo, quand il était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg dans les années 90, quiconque voulait faire du business dans la ville devait rincer Vladimir Poutine. En échange de sa signature sur des contrats, il réclamait des pots de vin. Pas d'argent, pas de business. D'ailleurs, on l'entend aussi sur ce témoignage d'un ancien policier de Saint-Pétersbourg qui fait référence à la maison que Poutine s'est offerte grâce à l'argent de la corruption. En tant qu'adjoint au maire, Poutine gagnait au mieux 400 $ par mois. Et à l'époque, il y avait une inflation terrible. C'était très compliqué de survivre avec cette somme, surtout avec une famille. Ce genre de maison, ça vaut des centaines de milliers de dollars. Et nous, à la police, on s'est toujours demandé comment il avait trouvé l'argent pour se la payer. On a découvert qu'il était co-créateur ou co-gérant d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'entreprises. Mais cela n'apparaissait pas publiquement. Officiellement, Poutine n'avait pas d'autres revenus que son salaire d'adjoint au maire. Après, les pots de vin, c'est une autre affaire. Vladimir Poutine gère son pays comme un parrain de la mafia. Il est le seul leader, tout puissant, il contrôle tout, des services de renseignement aux médias en passant par la justice. Et ceux qui protestent sont tout simplement évincés. Ainsi, il y a tout juste un an, Mikhail Khodorkovsky, l'un des plus riches industriels du pays et qui menaçait de se lancer en politique, était jeté en prison, officiellement pour fraude fiscale. Il est passé en quelques jours des palaces de Moscou au dortoir de Sibérie dans l'indifférence générale. 31 mai 2005. Mikhail Khodorkovsky, l'oligarque le plus riche de Russie dans les années 90, est condamné pour s'être opposé au système de corruption instauré par Vladimir Poutine. Verdict, 9 ans de prison, suivi d'un exil forcé en Angleterre. Et pour solidifier son pouvoir, Vladimir Poutine confie les postes stratégiques du pays à son cercle intime. Les principales entreprises russes sont gérées par des anciens du FSB. Souvenez-vous, c'est le service fédéral de sécurité, donc des anciens collègues de Poutine. Sa maîtresse, Alina Kabayeva, une ancienne championne olympique de gym, a pris la tête du plus grand groupe de presse pro-régime, le NMG, alors qu'elle n'avait aucune expérience en politique ou dans les médias. Et pour couronner le tout, la première chaîne télé d'info, Channel One, est dirigée par Konstantin Ernst, un fidèle du pouvoir qui, dès son arrivée, a fait disparaître de ses programmes toutes les infos peu favorables au régime. C'est sûr que l'information est un contre-pouvoir extrêmement puissant. Poutine le sait. Et il a vite mis la main sur la quasi-totalité des médias en Russie. Aucune remise en cause du pouvoir n'est tolérée, aucune critique n'est diffusée. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une loi a même été votée. En cas de propagation d'informations qui discréditent l'armée, les journalistes risquent jusqu'à 15 ans de prison. Tous les médias indépendants qui refusent les règles imposées par Vladimir Poutine, comme la chaîne de télé Docht, ont été supprimés et les journalistes forcés à l'exil. La plupart des Russes n'ont accès qu'à des faits filtrés, favorables au Kremlin. Une rébellion semble quasi impossible et vous allez voir, ceux qui ont essayé se sont vite brûlés les ailes. Les Russes n'adorent pas tous Vladimir Poutine. Disons plutôt qu'ils font avec. Faut dire qu'il est au pouvoir depuis plus de 24 ans. Donc une grande partie des Russes n'a connu que lui et ne voit pas d'autres alternatives. En plus, vous l'avez compris, mais en Russie, le mood n'est pas vraiment à la contestation. Les manifestations dans la rue qui étaient autrefois tolérées sont aujourd'hui totalement interdites, sous peine d'arrestation musclée, voire d'emprisonnement. Exprimer son mécontentement dans les urnes, c'est quasiment impossible. Les élections sont jouées d'avance. Tous les candidats sont sélectionnés par le Kremlin et les dossiers des opposants sont rejetés. C'était le cas pour Ekaterina Duntsova et Boris Nadezhdin, deux candidats de l'opposition qui se sont présentés pour les élections présidentielles russes qui ont eu lieu en mars dernier, mais ces candidats ont vu leur dossier jugé incomplet. La fraude est généralisée, il suffit de voir un peu comment se sont passées les dernières élections. Un cocktail Molotov lancé sur la façade d'un bureau de vote à Saint-Pétersbourg. Un isoloir en feu à Moscou. Des urnes aspergées de liquide coloré. En Russie, un premier jour d'élection présidentielle émaillé d'incidents. Bon, le résultat parle pour lui-même. Quel président, dans une démocratie, pourrait obtenir plus de 87% des voix dès le premier tour? Puis, le contexte est aussi un peu particulier à cause de ça. Nous sommes 2 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. Sur le terrain, la situation reste extrêmement difficile.
Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'ambiance est tendue en Russie. La répression, déjà sévère avant la guerre, est passée au niveau supérieur. Dans l'espace public comme sur Internet, Vladimir Poutine traque ceux qu'il appelle les traîtres, ceux qui ne soutiennent pas sa guerre. La délation était une pratique courante dans la Russie soviétique et maintenant elle revient carrément au galop. Dans la rue, dans les écoles, à l'hôpital, dans le métro, les Russes se surveillent les uns les autres et se faire dénoncer peut coûter très cher. Mars 2022, Sacha Skoshilenko, une jeune femme de 33 ans, prend 7 ans de prison pour avoir collé des étiquettes contre l'invasion en Ukraine dans un supermarché. Un retraité l'avait alors dénoncé aux autorités. Décembre 2022, Ilya Yashin, figure de l'opposition, est condamné à 8 ans et demi de prison pour s'être publiquement opposé à la guerre. Plus récemment, en mai 2023, Kamilla Murashova, une infirmière de 40 ans, est copée d'une amende de 294 € pour avoir porté des badges anti-guerre sur son sac à dos dans un train. Un passager l'avait dénoncé aux autorités. On le voit, n'importe qui peut être dénoncé n'importe quand. Alors les Russes s'autocensurent. Ce climat de peur et de paranoïa, Poutine en est responsable et c'est un des mécanismes de contrôle les plus efficaces. Mais il utilise aussi parfois un autre moyen bien plus radical, supprimer systématiquement tous ceux qui s'opposent à lui. En 2006 par exemple, Alexandre Litvinenko, un ancien agent du FSB, meurt lentement après avoir ingurgité une minuscule dose de polonium, un poison extrêmement dangereux qui provoque une mort lente et très douloureuse. En 2015, Boris Nemtsov, un opposant politique, est assassiné par balle au pied du Kremlin. En mars 2018, Sergei Skripal, un ex-agent des services secrets russes, devenu espion britannique, est empoisonné à Londres avec du Novichok, une substance mise au point pendant la guerre froide qui engendre une mort par asphyxie. En août 2023, Evgeny Prigojine, celui qu'on appelait le cuisinier de Poutine, également le chef de la milice Wagner, meurt dans un mystérieux crash d'avion. Il voulait marcher sur Moscou avec ses hommes et avait, l'espace d'un instant, fait trembler le président Poutine. Et peut-être que l'opposant le plus connu, c'est lui, Alexei Navalny. Et lui aussi n'y a pas échappé. Considéré comme un traître manipulé par l'Occident, il est également empoisonné au Novichok en août 2020. Il s'en sort miraculeusement et décide de retourner en Russie où il est arrêté et condamné à 19 ans de prison pour extrémisme. Enfermé dans la pire colonie pénitentiaire de Russie, la IK3, à 3000 km au nord de Moscou, Navalny est affamé et torturé. Il y est mort il y a quelques mois, le 16 février 2024. Selon l'association Memorial, une ONG russe de défense des droits de l'homme, plus de 500 prisonniers politiques seraient aujourd'hui enfermés dans des centres pénitentiaires russes. Alors, je repose la question, qui peut aujourd'hui arrêter Vladimir Poutine ? En vérité, la Russie mène une double guerre. Militaire, en Ukraine, psychologique, dans le reste du monde. Cachés dans des immeubles, comme celui-ci à Saint-Pétersbourg, des centaines d'employés sont chargés de créer des comptes fictifs sur Facebook et d'y poster des messages qu'ils écrivent eux-mêmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un catalogue d'ingérence politique dans le système électoral référendaire britannique, espionnage, assassinat, tentative d'assassinat. Oui, Donald Trump fait littéralement volte-face. Il vient d'admettre les conclusions de ses services de renseignement, ce qu'ils lui disent depuis des mois, c'est-à-dire que les Russes ont bien interféré dans la campagne présidentielle 2016. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et cette guerre psychologique, elle se joue pas qu'en Europe ou aux États-Unis. Au Moyen-Orient et en Afrique, la Russie gagne du terrain grâce à des deals économiques. En Libye, en Centrafrique ou encore au Qatar, les Russes promettent leur soutien militaire en échange de matières premières. Une influence qui paye économiquement, mais aussi politiquement. Plus la Russie a d'alliés, plus elle pèse dans les votes de résolution à l'ONU. En février 2023, par exemple, quand les Nations Unies votaient le retrait immédiat des troupes russes en Ukraine, les pays alliés de la Russie, comme la Syrie ou le Mali, votaient contre. En face, l'OTAN, l'alliance politico-militaire des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, semble bien impuissante. Alors, après l'invasion de l'Ukraine, l'Ouest a bien tenté de contrer Poutine avec des sanctions économiques, mais sans réussir à faire couler l'économie russe. En 2023, la croissance de la Russie dépassait même celle de la zone euro. Et puisque l'Occident ne veut plus de son pétrole et de son gaz, Vladimir Poutine a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux, l'Inde et la Chine. Côté militaire, seule la France semble envisager l'hypothèse d'une action en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Mais d'autres pays sont plus frileux et refusent catégoriquement d'envoyer leurs troupes sur le sol ukrainien. Dass das, was von Anfang an untereinander und miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt, nämlich dass es keine
Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Après tout, la Russie de Vladimir Poutine a l'arme nucléaire. Dans son discours annuel à la nation, le président russe disait « Придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия. » Alors que faire? Pour certains, c'est sur les réseaux sociaux que réside encore un peu d'espoir, l'outil préféré d'Alexeï Navalny pour dénoncer la corruption et les pratiques opaques du président russe. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'informent quotidiennement tous les opposants au régime en exil, en espérant un jour faire tomber Vladimir Poutine. Mais à part sa propre mort, rien ne semble vraiment pouvoir arrêter Vladimir Poutine. En 2020, il modifiait la constitution russe pour pouvoir enchaîner tranquillement les mandats jusqu'en 2036. Il aurait alors 83 ans.